par Maïmouna Diop, qui est notre coach en développement personnel et professionnel. Et nous avons la chance aussi d'avoir une équipe technique dirigée par Seydina Mbeng, qui est ingénieur informaticien. Slide. Voilà, donc le programme du jour, il est le même, hein, donc présentation des participants, c'est ce que nous sommes en train, nous venons de finir. Euh, on va présenter, on est en train de présenter l'agenda. Maïmouna fera une introduction de la thématique. Ensuite, on passera au témoignage et comme je disais tantôt, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir professeur Aminata Diassessa. Euh, voilà. Ensuite, il y aura Maïmouna va revenir après le témoignage de professeur sur sa présentation qui fera également l'objet d'échanges avec les participants. Et puis, nous allons clôturer la session. Et moi, je suis votre serviteur, je suis celle qui facilite la session, professeur Alimatou Diop-Ndiaye. La suivante. Voilà, donc pour ceux qui connaissent déjà, les règles sont les mêmes, hein. C'est vraiment de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas. Nous souhaiterions avoir les caméras qui soient ouvertes pour qu'on ait vraiment l'impression d'être tous ensemble. On vous demandera de vous présenter lorsque vous prenez la parole, le nom de votre organisation et votre lieu de travail, de garder votre téléphone portable en mode silencieux, d'essayer d'avoir un débit Internet suffisant. Et si vous voulez intervenir, poser une question, vous pouvez lever la main physiquement, comme ceci, ou utiliser les fonctions de Zoom. Si vous avez un problème technique, vous savez qu'il y a un groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez envoyer vos questions. Si vous n'arrivez pas à poser votre question directement, vous pouvez le faire aussi sur le chat. Cette session, elle est enregistrée et le fait que vous soyez là, ben, ça veut dire que vous acceptez d'être enregistré. Nous vous remercions de votre coopération. Des attestations de participation seront délivrées à la fin des 12 sessions qui vont être donc faire en tout cas cette formation que nous sommes en train de délivrer. Et vos données pourront être utilisées pour juste peut-être, en tout cas, présenter ce que nous sommes en train de faire, mais ce sera anonymisé. Diapo suivante. Voilà, donc vous avez le QR code, vous avez le lien pour le chat. Vous pouvez le partager avec les gens que vous connaissez pour qu'ils puissent nous rejoindre au sein de cette communauté. Maïmouna, merci Seydina, il est 10h, il est 13h11 minutes. Nous allons pouvoir commencer cette session. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Alors, je pense que je vous ai envoyé la présentation. Je ne sais pas si ce serait possible. Encore une fois, il faut vraiment que je m'arrange la prochaine fois pour qu'on n'ait pas à vous redemander encore ceci. Si vous pouvez projeter à ma place et comme ça, je vais intervenir au fur et à mesure. On va le faire ici avec grand plaisir parce que Seydina a déjà toutes les présentations. Euh, voilà, donc il va projeter et comme ça, on aura le contenu de ce que vous allez nous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Maïmouna, on va parler de dynamique de groupe. C'est Tout ça? à fait, tout à fait. Et c'est vraiment, je pense que c'est un sujet dont on parle parfois pas assez dans les formations. Et c'est un sujet qui est extrêmement important puisqu'il concerne non seulement les leaders, c'est-à-dire ceux qui vont gérer des groupes, mais cela concerne aussi les collaborateurs, c'est-à-dire lorsqu'on intègre un groupe en tant que collaborateur et qu'on aura des collègues. Et il est très important de bien comprendre, il y a toujours certains mécanismes qui vont régir le groupe, et lorsqu'on comprend ces mécanismes, eh ben, il est beaucoup plus facile de s'intégrer dans le groupe et aussi de comprendre comment est-ce qu'on doit jouer notre participation dans ce groupe-là. Et c'est un peu ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc voilà la première diapo, très bien.
Un Est-ce qu'on diaporama. peut passer donc directement à la diapo 3? Voilà. Voilà, donc il est très important pour un leader de comprendre la dynamique de groupe. Et j'aimerais aussi donc ajouter quelque chose par rapport au groupe et l'équipe. Parce que c'est pas parce qu'on manage un groupe de personnes qu'on a forcément une équipe. Il y a une différence entre le groupe, ce sont des individus, c'est un certain nombre de personnes qui sont là, mais tant que ce groupe-là ne décide pas de travailler ensemble pour un objectif ou pour des objectifs communs, on considère qu'on a juste un groupe. Puisque le groupe, en fait, c'est lorsque les gens travaillent, lorsque chacun travaille pour soi sans collaborer ensemble. Donc, le rôle du leader, c'est souvent de transformer le groupe en une équipe. Donc, de faire en sorte que tous les membres du groupe s'accordent pour travailler ensemble sur un objectif commun. Et c'est souvent une des choses les plus compliquées, les plus difficiles à réussir. C'est pour ça que c'est une thématique qui est très importante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, là, on montre un peu la notion d'équipe. Donc, ce sont des individus qui vont travailler ensemble sur un objectif commun. Et on a illustré en montrant le groupe où chaque personne est plus ou moins éparpillée et travaille pour ses propres intérêts, et l'équipe qui est donc représentée par cette image où les gens s'entraident et travaillent ensemble pour un objectif commun. Et donc, le rôle de l'organisme, quand on parle d'organisme, c'est-à-dire de l'entreprise, c'est de définir l'orientation et les objectifs à atteindre et aussi de mettre à la disposition du groupe les moyens nécessaires. Donc, chacun a sa partition à jouer et c'est comme ça qu'on peut transformer le groupe en une équipe. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on va déjà commencer par les partages d'expériences. Donc, je vais redonner la parole à professeur Ali Matou pour qu'on puisse maintenant faire le partage d'expérience. Et pour nous, je rappelle, hein, c'est très, très important le partage d'expérience, puisque en fait, c'est vrai que moi, souvent, je vais présenter des concepts qui restent des concepts très, très théoriques, et c'est toujours important qu'on voie aussi comment ces concepts s'ajustent dans la vie pratique. D'où l'importance justement des partages d'expériences et aussi des questions hein, pour que ce soit vivant et que chacun puisse s'enrichir mutuellement hein, de tous ces différents échanges. Voilà, merci professeur Alimatou. Merci beaucoup, Maïmouna, pour cette petite introduction sur la thématique du jour, euh, la dynamique de groupe, comment passer euh, d'un groupe à une équipe qui est engagée vers le même objectif. C'est ce qui va faire l'objet de la présentation de cette session, l'objet de la discussion de cette session. Professeur Aminata Diassé, qui est la directrice de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Matam, a accepté de faire un témoignage sur voilà, son vécu au niveau de Matam. Donc, professeur Diassé, vous pouvez ouvrir votre micro. On va défiler les diapositives et je vais vous donner la parole. Euh, Professeur Diassé est professeure de chimie inorganique. Je pense qu'elle pourra faire la présentation mieux que moi de ce qu'elle est, de son vécu. Elle est professeure de classe exceptionnelle. C'est pas pour rien qu'elle a été nommée directrice d'une école de formation supérieure, une école qui a des objectifs précis basés sur les compétences. Elle elle est déjà en train de faire un travail remarquable, mais je pense que ce qui fait aujourd'hui surtout qu'elle est là, c'est parce que je pense que la notion de leadership, surtout de leadership féminin, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Elle a voulu vraiment partager avec nous. Professeur, vous avez la parole. Merci Alimato pour ces mots d'introduction gentils. Je pense qu'il y a des micros qui sont restés ouverts. On entend
il y a des micros qui sont ouverts, on entend les retours Est-ce qu'il y a des... de discussion quelque part. Est-ce que c'est pas chez vous, professeur? Il n'y a pas une autre machine qui est ouverte chez vous? Non, Je vais essayer de vérifier, mais j'ai un retour. qui vous gêne. D'accord, on va essayer. Seydina, tu peux regarder si tu peux fermer tous les... Je pense que tout est fermé ici. C'est bon. Vous voulez qu'on projette la Oui, présentation? oui, C'est comme- on peut y aller pour la présentation. Donc, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous sur un thème, comme vous l'avez si bien dit. Vous pouvez aller en mode diapo, qui me tient à cœur. Voilà. En suivant le tram qui a été partagé dans le cadre de cette présentation, je voudrais partager les défis et mon expérience dans la mise en place de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Matam. On suivra la trame que vous avez partagée après une introduction qui sera une brève présentation de ma modeste personne, les objectifs de la présentation, le contexte et la situation de la présentation, les interventions stratégiques en situation, les résultats et l'impact. On va partager les leçons apprises et je donnerai un mot sur le thème de la dynamique de groupe. Vous me permettrez de dire tout simplement que je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle en chimie inorganique depuis septembre 2018, que j'ai été conseillère technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de 2012 à 2016. Avant, j'ai été toujours membre de la faculté, de l'Assemblée de la faculté des sciences et techniques où j'ai enseigné pendant 25 ans. Et j'ai été membre de l'Assemblée de l'Université de Dakar jusqu'en 2012, jusqu'en 2010. J'ai été aussi secrétaire général adjoint du syndicat autonome de l'enseignement supérieur de 2010 à 2012. Je suis administratrice du fonds de financement du financement de la formation professionnelle où je représente le ministre de l'Enseignement supérieur depuis 2021. J'ai été aussi championne WINTIC, qui veut dire Women in Technical Education, dans le cadre de l'association ATUPA, à l'occasion de la conférence West African Conference en 2023. J'ai été officier de l'Ordre national, je suis officier de l'Ordre national du Lion depuis mars 2024. Dans le cadre de la recherche, je suis membre du laboratoire de chimie minérale et analytique de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai encadré des DEA, une thèse de troisième cycle, des thèses d'université, une thèse d'État et sciences physiques en chimie de coordination inorganique. Je suis auteur d'une 50aine de publications dans les revues scientifiques internationales. J'ai été membre fondateur de l'école doctorale EDEC au niveau de la faculté de l'université, où j'ai été responsable de la formation doctorale chimie, microbiologie et traitement des eaux de 2005 à 2016. Le plus important pour moi et qui colle avec le contexte d'aujourd'hui, j'ai été coordonnatrice du programme Étude de la représentation des hommes et des femmes à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans une perspective de prise en charge et de prise en compte de l'égalité du genre dans la gestion des politiques administratives des ressources humaines, avec l'accompagnement du laboratoire genre et ressources humaines de l'IFON de l'UCAD. Je suis membre de plusieurs associations savantes et de plusieurs sociétés savantes et des associations, comme la Société ouest africaine de chimie, la conférence sénégalaise pour la chimie. Je suis membre de l'Association sénégalaise des femmes diplômées de l'université et je suis membre de la CALAF, la Convention des anciennes du lycée Ahmed Fall.
Je suis experte ANAQ SUP depuis 2019. Voilà modestement ma présentation de mon CV. Pour l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, je voudrais faire un bref historique sur les défis dans le cadre de la mise en place de cet institut. En effet, en tant que conseillère technique du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, chargée du partenariat socio-économique et de l'entrepreneuriat, de novembre 2012 à janvier 2016, j'ai eu l'opportunité de participer pleinement à la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, où est sorti 78 recommandations et 11 décisions présidentielles. L'une des décisions fondamentales étant la réorientation du système d'enseignement supérieur vers les STEM et les formations courtes. Et cette décision a été mise en œuvre depuis 2013 par le ministère, et c'est ça qui a donné l'objet de créer les ISEP, après celui de Thiès, qui fonctionne depuis 2013, et ces ISEP qui seront implantés au niveau national dans chaque région et constituer un réseau dès la naissance. Donc, tous les ISEP qui sont créés entrent dans le cadre du réseau des ISEP, c'est le RISEP. Quel est le soubassement de ce qu'on veut construire au niveau de ces instituts? On va avoir un accès équitable à l'enseignement supérieur, aussi bien en tenant compte, bien entendu, de cette question genre. Le modèle des ISEP est fondé sur l'approche par les compétences du point de vue pédagogique et l'alternance milieu professionnel-institut pour répondre à une problématique persistante qui est l'adéquation formation-emploi. Alors, quel défi dans le cadre de la mise en place de cet institut au niveau de Matam? Matam se situe à quelques 700 km de Dakar, la capitale. Et la mise en place de cet institut, la situation géographique du lieu d'implantation du projet. Le deuxième défi, c'était la définition de la nature du financement du projet. Je voudrais juste rappeler que pour les autres instituts, il y avait l'accompagnement de bailleurs bien défini, soit dans le cadre d'un don ou dans le cadre d'un prêt pour construire les ISEP. C'est le cas de l'ISEP de Bignona et l'ISEP de Richard-Toll dans le cadre financé par l'AFD, l'ISEP de Diamniadio par la COICA, la coopération coréenne, le dernier l'ISEP de Mbaké par la coopération allemande. Mais pour l'ISEP de Matam, c'est dans le cadre du budget consolidé d'investissement de l'État que l'ISEP de Matam devait être financé. Et ça a été un défi. Autre problématique spécifique que j'ai rencontrée, c'était l'adhésion des populations au projet de mise en place de l'ISEP. C'est le premier établissement d'enseignement supérieur implanté dans la région, mais on y reviendra tout à l'heure. L'historique étant persistante, on ne voyait pas la différence entre un institut et une université, et ça a été une problématique spécifique à notre endroit. L'autre élément, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Le troisième défi, la troisième problématique spécifique, c'était la disponibilité des infrastructures adéquates pour le déroulement des activités d'enseignement-apprentissage. Allô? Oui, professeur, nous vous entendons. Nous avons fermé la caméra pour faciliter, parce qu'il y a quelques petites coupures, mais on vous entend très bien. J'entends beaucoup de discussions en arrière-plan. Donc, je disais, quelles sont les interventions et stratégies que nous avons menées? Donc, nous avons entrepris de faire une mission de terrain. Ali Matou, j'entends la discussion de personnes qui n'arrivent pas à intégrer le groupe en arrière-plan. Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas. C'est bizarre. Merci, Louisa.
Professeur, vous Je devez faire... continue la mission. Professeur, peut-être c'est sur WhatsApp. Vous devez fermer votre WhatsApp. Parce que sur le Zoom, il n'y a pas de caméra ouverte. Enfin, il n'y a pas de micro. C'est peut-être votre WhatsApp. C'est bon, j'ai fermé le WhatsApp et ça va aller. Voilà, je pense. Maintenant, je disais que pour les stratégies et actions entreprises, nous avons fait des missions de terrain pour partager avec les acteurs de l'administration comme du monde socio-professionnel, en rencontrant le gouverneur, les maires, les présidents de conseils départementaux, les services déconcentrés, les acteurs du monde socio-économique en général. Pour relever le défi de la disponibilité des infrastructures pour démarrer, nous avons opté pour la location de bâtiments pour un démarrage hors infrastructure propre à l'ISEP de Matam, vu que nous n'avions pas nos locaux déjà construits. Nous avons aussi entrepris de signer des conventions entre des structures d'enseignement qui sont dans l'environnement. Je veux citer le bloc scientifique et technique, le Centre régional de formation du personnel d'enseignants, les CIPA, à travers un programme que l'on appelle le PRODAM, c'est le programme de développement et d'aménagement au niveau de Matam. Nous avons aussi impliqué tous les acteurs de l'écosystème de Matam, le conseil, la chambre de commerce, la chambre de métiers, les mairies, et nous avons aussi impliqué la chambre de commerce et d'industrialisation et de services. À partir de ces stratégies-là, quels sont les résultats auxquels nous avons abouti rapidement? Ça nous a permis de trouver les moyens d'élaborer 22 programmes dans 5 domaines de métiers prioritaires et en parfaite cohérence avec les problématiques du monde socio-économique de la région de Matam. En charge des enseignements-apprentissages et nous avons mis en place une administration réduite au service de la pédagogie. Nous avons pu démarrer effectivement, en l'absence d'infrastructures propres, 3 métiers en 2021 en signant des conventions et en louant des bâtiments en sus de ce qui est mis en disposition par la mairie de la région. Ce qui nous a permis de sortir 3 promos, 2021, 2022, 2023, dans 8 métiers. Nous sommes actuellement en train de former 364 apprenants répartis en première et deuxième année parce que la formation au niveau de ces instituts-là ne dure que 2 ans. Nous attendons 250 apprenants qui seront orientés parmi les bacheliers de cette année via Campus N dès le mois d'octobre. Nous avons pu former 150 acteurs de la région dans le cadre du service à la communauté, dans le cadre de la formation continue. Par exemple, nous pouvons citer ceux qui ont été formés dans le cadre pour la formation, la fabrication, la maintenance de mini-centrales solaires photovoltaïques, ceux qui ont été formés dans le cadre de la géomatique appliquée, et ceux qui ont été formés dans le cadre de la conduite de drones, dans le cadre du suivi des exploitations minières. Nous avons pu aussi, dans le cadre interne de l'institution, élaborer un plan stratégique de développement de 2022 à 2025 qui est en train d'être déroulé. Et nous avons pu, à partir de nos diplômés, eu 23 startups qui ont été créées dans les domaines comme l'aquaculture, l'énergie solaire et dans le cadre de l'agroalimentaire. Nous avons pu aussi eu l'habilitation institutionnelle de l'ANACSUP en décembre 2023, malgré les conditions un peu défavorables de l'installation de cet institut. Nous avons eu récemment l'accréditation par le 3FPT de nos formations continues dans 4 domaines de métier. Quelles sont les leçons apprises de cette expérience? Il faut se dire que quelle que soit la difficulté d'un projet, que l'engagement et la constance dans l'effort permettent toujours de faire des résultats forts appréciables. Je renvoie tout simplement à nos 5 valeurs au niveau de notre institution, sorties de notre plan stratégique.
On dit qu'à l'ISEP de Matam, c'est la lettre, leadership, équité, transparence, et je souligne bien la résilience accompagnée d'une rigueur. La deuxième leçon apprise, c'est qu'il faut toujours prévoir un plan B en toutes circonstances. Malgré le retard sur la construction des infrastructures, nous avons pu trouver d'autres stratégies pour démarrer. Erreurs commises et quel apprentissage de notre expérience. Il est très important de savoir que le bon choix des acteurs est un intrant majeur pour la réussite d'un projet. L'autre élément, c'est que notre engagement personnel est certes important. Toutefois, il n'est pas forcément contagieux pour parler comme les médecins, capacité de mobiliser les autres acteurs. Enfin, un mot sur la dynamique de groupe qui est l'objet de cette session. Lorsque les membres d'un groupe se font confiance dans le respect et le soutien mutuel, ils sont plus enclins à collaborer, à communiquer, à travailler pour des objectifs communs. Cela aura comme conséquence l'accroissement de la productivité, de la capacité d'innovation et de la satisfaction au travail. La dynamique de groupe est mesurable selon quelques critères que je vais lister. La production du groupe, l'ambiance du travail ou le climat de travail, l'implication des uns et des autres, la capacité d'organisation du groupe, la qualité des échanges et la réalisation du travail individuel. Parce qu'il ne faut pas se leurrer qu'on est dans un groupe, c'est la somme des réalisations individuelles qui permet de faire un résultat au niveau du groupe. Et dans de telles situations, le rôle du leader sera donc juste de favoriser l'organisation du groupe dans l'accomplissement de ses missions et dans l'atteinte de ses objectifs. Je ne saurais terminer sans faire un clin d'œil aux directeurs et directrices des autres ISEP dans le cadre du réseau des ISEP. Slide suivant, pour leur contribution. Vous défilez le slide suivant. Slide suivant. Je disais que je ne saurais terminer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons, professeur. Voilà, c'est ce slide-là que j'attendais. Je disais que je ne saurais terminer mon intervention sans faire un clin d'œil aux autres directeurs et directrices d'ISEP pour leur contribution à l'une des innovations majeures du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ces 10 dernières années. Et c'est cela aussi la dynamique de groupe. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur Diassé, pour cette belle présentation. J'aimerais que les autres membres de la communauté s'associent à moi pour applaudir encore professeur Diassé, pas seulement pour sa présentation, mais pour la production du groupe. Je retiens de cette présentation que ça fait bientôt 10 ans qu'elle est directrice de l'ISEP de Matam. Alors, pour ceux qui connaissent le Sénégal, ils savent que Matam, c'est au nord du Sénégal, dans une zone qui n'est pas en tout cas des plus favorables. Il fait extrêmement chaud, il pleut pas beaucoup. On va dire que ça fait partie peut-être des régions les moins développées du Sénégal. Aller dans cette région, mettre en place une institution qui marche parce que ils arrivent à former les gens sur une approche basée sur les compétences, c'est-à-dire des gens qui vont être directement fonctionnels à leur sortie. Bravo, professeur, à vous et à tous les autres pionniers qui, comme vous, sont en train vraiment
en tout cas, de mettre en place la politique du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais avec toutes ces nouvelles orientations qui permettent de renforcer la formation de nos jeunes, de nos frères, de nos sœurs, de nos nièces qui sont là, et ça leur permet de leur ouvrir en tout cas de belles perspectives d'avenir. Vous avez parlé de centrales voltaïques, vous avez parlé de géomatique, vous avez parlé d'aquaculture, tous ces métiers aujourd'hui qui sont des métiers vraiment d'avenir dont nous avons besoin. Vous avez parlé de beaucoup de choses, leadership, équité, transparence, mais avant tout la résilience, parce que quand vous avez commencé, il n'y avait pas les infrastructures. Vous avez réussi à commencer, à mettre en place. Vous vous êtes entouré d'une équipe et je crois que vous avez atteint en tout cas ce qu'on attend d'un groupe. Vous avez mis en place une équipe. Maïmouna, je ne sais pas si tu souhaites qu'on ouvre une fenêtre de discussion avant qu'on te laisse la parole. Oui, tout à fait. Je m'associe à vous hein, pour dire vraiment bravo pour ces magnifiques témoignages de leadership féminin. Hein. On précise leadership féminin, tout ce que les femmes sont capables de réaliser et c'est vraiment extraordinaire. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait être intéressant d'ouvrir une fenêtre de discussion parce qu'avec un parcours aussi riche, il y a certainement des contributions et des questions que les gens voudront poser. En tout cas, moi, j'ai déjà une question, mais peut-être je vais d'abord laisser la parole aux autres et puis après, je viendrai avec ma question pour le professeur Aminata Dias. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna. Donc, les questions sont ouvertes. Hein. Si, comme nous, vous êtes aussi impressionnés par le parcours de ce maître, cette pionnière, 25 ans d'enseignement, professeur de chimie inorganique, des métiers particuliers, membre de plusieurs sociétés savantes, qui a abandonné, on va dire, la douceur de Dakar pour aller à Matam, aller installer là-bas une école pour former des plus jeunes. Professeur, en attendant que les autres peut-être posent des questions et celle de Maïmouna, euh, moi j'ai toujours une question qui me vient avant tout à l'esprit, c'est quelle est la taille du personnel de l'université, au-delà même des personnes des étudiants en eux-mêmes, est-ce qu'on peut avoir l'effectif en termes de personnel enseignant, peut-être de PATS aussi, de personnel non enseignant? Euh, voilà, une première question pour vous. On va peut-être prendre les questions. Il y a Henri Joël qui a levé la main. Henri, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Votre micro est fermé, on ne vous entend pas. Professeur Aminata, si vous voulez répondre à cette question. Allô? Oui. Henri Joël a ouvert le micro. Henri Joël, allez-y. Allez-y. En tout cas, déjà, je tiens à m'excuser un peu pour le retard avec lequel je prends la conférence en cours. Mais déjà, je voudrais dire merci à la conférencière pour ce partage d'expérience. Et vers la suite de son propos, elle a dit que le choix des personnes au niveau de l'équipe est une ressource très importante dans la conduite des projets. Et là, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit que je souhaite lui poser. Lorsque surviennent les conflits au sein de l'équipe, comment, à partir de son expérience, elle a eu à gérer ces conflits-là, de sorte à redonner confiance les uns aux autres? Voilà pour l'instant ma première question. Merci. Merci beaucoup, Henri. J'ai vu aussi la main de Ali Bazingue. Ali, vous voulez poser une question? Oui, bonsoir.
Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Oui, bonsoir, vous allez bien. Je vous remercie vraiment pour la parole. Moi, c'est Dr Ali Bazingue. Je suis le directeur exécutif de l'ONG humanitaire Katurtro. C'est une organisation qui intervient dans le cadre de la santé et de la reproduction et du VIH. Donc, nous sommes implantés au Tchad. Je pense que j'ai assisté à 2 ou 3 sessions. Je pense que c'est une initiative très bien. Ici, je profite pour aussi quand même féliciter notre doyenne professeur qui a présenté vraiment une belle présentation, un témoignage qui nous donne vraiment la force de continuer de réaliser nos activités et nos projets. Je pense, j'ai une petite question. Là où nous travaillons parfois, nous avons des difficultés avec nos décideurs, nos gouvernants. Quand un jeune ou bien une personne qui a une idée novatrice pour mettre en place, il y a toujours des obstacles. Ces obstacles n'ont pas beaucoup d'énergie, mais ça des documents nécessaires pour faire. Dans ces conditions, comment vraiment nous pouvons vraiment s'adapter pour améliorer? Bon, moi, je parle du contexte de mon pays. Certainement, ce n'est pas tous les projets, mais quand une personne qui a une idée novatrice qui pourra aider une communauté ou bien une population, surtout la jeunesse, nous sommes confrontés à des problèmes. Ces problèmes sont liés parfois des refus catégoriques de nos partenaires, de nos gouvernants, de nos responsables pour le pays, pour nous aider à mettre vraiment nos idées en place. Donc, c'est ça ma question. Merci beaucoup, Ali Bazingue du Tchad. Nous avons eu aussi la question de Joël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais bien qu'il y ait aussi des dames. Il n'y a pas de questions. Alors, Maison Kosunu. Je le fais. Oui, Maison, allez-y. D'accord. D'accord. Je Merci vraiment pour l'opportunité de nous connecter à cette session pour apprendre tout ce qui est leadership, management et autres. Et merci aussi aux différents présentateurs qui nous envoient vraiment des présentations de qualité de haut niveau. Pour ne pas que la connexion me lâche, je vais poser directement ma question. Bon, pour faire un travail aussi colossal et aussi énorme avec l'engagement de tout un groupe, il y a vraiment une bonne dose de motivation qui doit accompagner ces initiatives et ce projet. Donc, je voulais savoir avec Madame le professeur, quels sont les leviers de motivation qu'elle a utilisés pour pouvoir drainer tout ce monde, tout ce groupe-là à adhérer au projet et pour pouvoir avoir ces résultats vraiment assez énormes et colossaux. Merci. Merci beaucoup, Maison. Nous allons maintenant donner la parole à notre invité du jour, professeur Aminata Diassé. Mbose, vous voulez prendre la parole? Allez-y. Docteur Mbose. Oui, oui, merci beaucoup. Merci. Oui. En fait, ce n'est pas une question, mais je voulais juste... Docteur Mbose. peut-être d'abord faire un petit avant cela quand même. Allô, vous m'entendez? Il y a eu une petite coupure, Allô? mais allez-y. Il y a eu une petite coupure. Maintenant, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Allô? Vous m'entendez? Voilà. Donc, en fait, je tenais d'abord à féliciter chaleureusement le professeur Aminata Diassé pour son témoignage et le partage de son expérience en tant que directrice de l'ISEP de Matam. Ce que je note sur cette dame, c'est vraiment en tant qu'épouse, professeure et leader, a quand même réussi à incarner une force et une résilience remarquable. Elle contribue non seulement au développement de sa famille et de ses étudiants, mais aussi à celui de la communauté en général, en mettant en avant des valeurs telles que l'amour, la connaissance et
et le leadership éclairé. Je suis persuadée que ses réalisations et sa passion pour l'éducation continueront à motiver beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Merci encore une fois, professeur, pour ta générosité et ta volonté de partager ton savoir. Le thème d'aujourd'hui qui est développé, à savoir donc la dynamique de groupe, on peut dire que la dynamique de groupe est l'ensemble des interactions, comportements et processus qui se déroulent au sein d'un groupe. Elle englobe globalement des individus qui interagissent, qui influencent, ainsi que les relations de pouvoir, de communication et en cas de prise de décision. C'est important, la dynamique de groupe, parce que, bon, elle permet l'amélioration de la... cela peut améliorer l'efficacité et la production du groupe. Ça peut aussi améliorer le bien-être des membres. Quand on est dans une atmosphère favorisant positive, donc ceci facilite facilement le bien-être des membres et en tout cas, ça peut même aller jusqu'à réduire le stress dans le groupe. Ça provoque aussi, ça facilite l'innovation et même la créativité. Quand on a une bonne communication ouverte et une bonne cohésion, on a souvent tendance à stimuler l'innovation et la créativité. Donc, on peut dire qu'en somme, la dynamique de groupe est essentielle pour comprendre les interactions humaines et peut être un facteur clé de succès dans de nombreux contextes, notamment dans le milieu professionnel, éducatif et communautaire. En tout cas, il faut savoir que moi, personnellement, je suis très ravie de participer à cette session et de partager avec vous sur ce thème essentiel qui a été vraiment bien développé par notre collègue, professeur Aminata Diassé Sarr. Je salue encore, que je félicite et je remercie aussi, je vous remercie aussi pour cette belle initiative parce que ça nous permet aujourd'hui de nous regrouper et puis d'échanger sur des questions vraiment qui sont fondamentales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Mbose Ndiaye, pour cette intervention. Vous avez raison. Je pense que moi, ce qui m'a plu dans l'idée de mettre en place ces sessions, c'était aussi qu'on puisse profiter de l'expérience de nos aînés, comme je dis, les pionniers, celles qui ont, en tout cas, ont vraiment réalisé des choses à des moments où c'était pas évident. Peut-être les conditions étaient beaucoup plus difficiles. Elles ont réussi à développer dans le cadre aujourd'hui qu'on a une école dans des conditions extrêmement difficiles, après avoir enseigné pendant plus de 25 ans. Donc, je crois que si on écoute ces personnes-là, on ne peut que s'enrichir et ça va nous permettre aussi peut-être d'éviter de faire les mêmes erreurs, de voir comment aller beaucoup plus vite. Professeur, il y a eu quelques questions, dont une sur le chat qui rejoint la mienne. Quel est le ratio de femmes au sein de votre équipe, posée donc par Dr. Maria Ndiaye. Sinon, il y a eu la question de Ali Bazingue sur la gestion des conflits. Et puis Joël est revenu sur voilà, comment arriver à contourner les difficultés, comment, lorsque vous voulez mettre en place une idée novatrice, comment motiver les gens, comment arriver à... C'est Maïfan qui a parlé de motivation et Joël s'est posé la question, comment est-ce que vous arrivez à obtenir un certain nombre de choses de vos gouvernants pour pouvoir réaliser toutes ces activités? Professeur Diassé, merci Alimatou. Merci professeur Alimatou. Merci à tout le monde pour les propos aimables. Je commencerai par répondre à la question d'Alimatou sur l'effectif. Et ça me renvoie un peu à l'historique dans la mise en place. Il ne faut pas oublier que c'était une réponse à une situation
principalement au niveau de l'enseignement supérieur, dans les universités, ou par exemple à l'université 80% du budget ne faisait que prendre à charge la rémunération du personnel, aussi bien personnel enseignant et de recherche, et que les personnels administratifs, techniques et de services. Et dans le modèle des ISEP, cette préoccupation a été intégrée pour réduire en fait les dépenses liées à la prise en charge du personnel, pour mieux dépenser dans le cadre sur les équipes pédagogiques analysées dans le cadre professionnel courte durée de 2 ans. Nous n'avons pas sur la partie de la recherche les mêmes missions que les universités, même si la recherche et développement et l'innovation sont au cœur du modèle des ISEP. Et ça impacte sur les effectifs que nous avons dans nos établissements. Actuellement, à l'ISEP de Matam, nous avons 5 domaines de métiers. Nous avons un large domaine de l'agriculture, élevage, production forestière avec 4 métiers, dont 3 sont en cours de développement. Nous avons un domaine de l'agroalimentaire avec un métier qui est en train d'être déroulé. Nous avons le domaine de l'aquaculture avec un métier. Nous avons le domaine des métiers des mines avec un métier et le domaine de l'artisanat avec les métiers sur l'installation solaire photovoltaïque et installation de réseaux d'irrigation et sanitaire. Il faut juste retenir que pour chaque département, nous avons 2 enseignants permanents parce que le modèle est basé aussi sur l'intervention du monde socio-professionnel dans la formation, soit sous forme de vacations dans l'intervention dans la formation, ou bien sous forme de contrat à durée déterminée. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons travaillé sur les textes qui stabilisent pour montrer cette différence qu'il y a entre les enseignants formateurs au niveau des universités et le personnel. En 10 enseignants formateurs permanents qui sont secondés par des enseignants vacataires qui sont dans le monde socio-professionnel parce que nous formons un métier. En ce qui concerne les PATS, le personnel administratif entre l'université et les instituts, que nous appelons des personnels gestion, ce qui fait en tout globalement une 50aine d'acteurs dans l'institut pour prendre en charge les établissements. Mais il ne faut pas oublier que l'institut est prévu pour 100 apprenants dans sa vitesse de croisière quand on aura fini les installations, 500 apprenants en première année et 500 apprenants en deuxième année pour une 40aine d'enseignants formateurs et ce qui sera secondé par de la vacation. Donc, il faut connaître l'origine et l'objectif visé dans la mise en place de ces instituts pour sûr. Je pense que je dis souvent que la plus grande difficulté dans la mise en place d'un projet, c'est la gestion des ressources humaines. Et quand il y a conflit, déjà dans l'organigramme, dans notre dispositif, nous avons mis en place ce qu'on appelle une cellule de prévention et de gestion des conflits qui peut anticiper sur certaines difficultés. Mais je répète que quand il y a une innovation, quand on veut mettre en place une nouvelle approche, et en face, nous avons le modèle existant et fonctionnant dans les universités, ça rajoute en fait sur la complexité de gérer les conflits, parce que tout simplement, je le dis souvent en rigolant, nous tous, nous voulons le changement, mais est-ce qu'on est prêt à changer? Donc voilà, nous avons un dispositif et en tant que leader et directeur de l'institution, nous essayons de faire beaucoup de discussions et d'explications. Maintenant, il faut se dire que ce n'est pas parce qu'on cherche à régler des conflits qu'on va tenir un langage, dire aux gens ce qu'ils veulent entendre n'est pas forcément la meilleure approche. Il faut dire aux gens ce qui est possible, leur dire pourquoi c'est comme ça, et ça
si on comprend bien les objectifs visés, souvent ça peut amener des solutions dans les velléités de conflits internes. Merci beaucoup. Pour le reste, donc, je vais parler. Allô? Oui, oui, allez-y, professeur. Nous vous écoutons. Je vais parler de la question de la motivation. Comment on fait pour motiver les acteurs? Moi, j'avais un langage que je tenais dès le recrutement des uns et des autres. Je disais souvent, je ne cherche pas seulement des acteurs de l'institution, je cherche des militants du projet. Parce que quand on a cet esprit de militant, on est résilient et quelle que soit la difficulté, on est prêt à faire des efforts pour atteindre les objectifs. Parce que c'est sûr que si on attend, et puis l'autre élément, je dis, il faut qu'on se dise aussi que la motivation n'est pas toujours pécuniaire. Il faut qu'on ait d'autres formes de motivation. Parce que quand quelqu'un se dit, je fais partie d'une équipe qui a été à l'initiative de la mise en place de quelque chose qui est reconnu être utile à la société, etc., quels que soient les sacrifices qu'on fait à l'avant, ça peut être une source de motivation. Il y a la motivation de démarrer un projet innovant dans lequel on se forme de plus en plus. Donc, il y a cette forme aussi de motivation d'avoir l'opportunité d'exercer dans un environnement où on est confronté à de nouvelles choses, de nouveaux challenges au jour le jour. Ça doit être source de motivation. Donc, il n'y a pas que la motivation au sens pécuniaire du terme. On doit avoir la motivation de participer dans la construction de notre pays et de rendre service à la communauté qui peut galvaniser les uns et les autres. Ensuite, dans le refus catégorique des autorités, c'est une question un peu délicate, mais je pense qu'il faut toujours avoir la possibilité de faire un plaidoyer pour expliquer aux autorités la pertinence de ces moyens à donner en le mettant en parallèle par rapport aux résultats. Être en avance toujours sur les préoccupations, on peut ne pas être compris à l'instant T, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on fait des résultats, on est rejoint par l'ensemble de la communauté et il faut avoir cette capacité de négociation et de convaincre les autorités de la pertinence de ce que nous faisons pour pouvoir mobiliser les ressources. Si je reviens à notre expérience partagée, à ce jour, nous n'avons pas encore nos infrastructures, mais je pense qu'au fur et à mesure, quand nous parlons aux autorités, ils comprennent la pertinence de nos préoccupations et posent des jalons pour régler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et je pense que c'est ça que j'invite notre jeune collègue du Tchad à persévérer si on sait qu'on a la véracité de ce qu'on est en train de dérouler. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'ensemble des préoccupations des uns et des autres. Si je n'en ai pas oublié quelques préoccupations et remercie tout le monde particulièrement Mme Ndiaye sur son témoignage. Merci. Merci, professeur. Il y a quand même une question dans le chat. On va... alors, il est mis, femme est malheureusement souvent l'ennemi de la femme. Quel est votre vécu avec un si prestigieux parcours? Quelles sont les difficultés que vous avez? Ça me renvoie à la question tout à l'heure. Combien de femmes? Oui. Je veux juste partager que j'ai été à l'origine de la mise en place des cellules genre dans le ministère qui se répercutent maintenant dans l'ensemble des établissements supérieurs d'enseignement supérieur. Dans le modèle des ISEP, il est clairement dit accès équitable à toutes les fonctions, que ce soit les apprenants et les apprenantes, que ce soit les postes d'enseignants formateurs et que ce soit les postes de gestionnaires. On a dit accès équitable. Malheureusement, au niveau de mon institution, j'ai 5 départements. J'ai une dame qui est la responsable du département agroalimentaire et je le répète tout le temps que dans le cadre même de l'orientation du modèle, dans le cadre du recrutement, et je vais renvoyer aux directions des ISEP. Depuis 2016, quand on a été nommé, il n'y avait qu'un directeur d'ISEP, c'est le directeur de l'ISEP de Thiès, et que tous les autres ISEP étaient dirigés par des femmes. C'est maintenant qu'il y a eu un remplacement d'une directrice par un directeur,
et le nouveau ISEP de Mbacké a un directeur. Donc, on est à parité parfaite. Actuellement, au niveau des directions des 6 ISEP existants, il y a 3 femmes, il y a 3 hommes. Pour revenir à cela, je dis souvent, ce n'est pas qu'il n'y a pas la volonté de l'institution de mettre en place, de donner opportunité aux femmes. C'est souvent par rapport au type de métier dans lesquels nous formons, même s'il y a des compétences, la résilience et l'acceptation de se donner sur ces points-là, des fois fait défaut. Maintenant, il faut des structures comme ça, des plateformes comme ça où on échange. Ça permet d'encourager les uns et les autres à se donner davantage parce qu'il faut savoir que le leadership féminin a un coût. Il faudrait que ceux qui veulent à compétences égales, il y a des sacrifices à faire qui est lié à la condition des femmes et qu'il faut vouloir le faire pour pouvoir y arriver. Mais je pense que le modèle des ISEP a cet avantage que même pour les apprenantes, ce qui n'existe pas dans les universités, une apprenante peut suspendre son inscription pour des questions liées à sa nature de genre féminine et qu'on lui donne l'opportunité de se réinscrire. Donc, dans cet accompagnement-là, ça permet encore d'avoir plus de filles dans nos apprenants au niveau de l'institution. Et puis, le fait que ce soit une formation courte de 2 ans, c'est plus flexible pour les femmes pour aller se former. Donc, cette problématique de l'équité d'accès à l'enseignement supérieur et genre est très bien pris en compte. Et un des 9 innovations majeures dans le cadre de des ISEP, l'accès équitable des femmes et des filles est pris en compte. On n'a pas encore cela, mais c'est ça l'objectif et c'est bien clair dans le modèle. Voilà, merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour ce très beau témoignage. Je pense qu'on pourrait y passer des heures. Il y a beaucoup de choses à retenir de ce que vous avez dit, la résilience, la persévérance. La motivation n'est pas que pécuniaire. Vous avez raison, vous n'avez pas encore vos infrastructures et pourtant, vous avez une équipe qui fait des résultats. Ça veut dire que vous arrivez à motiver votre équipe pour atteindre justement ces résultats. Maïmouna, comme d'habitude, il ne te reste plus beaucoup de temps, mais je suis sûre que tu sauras relever le défi de nous faire une très belle présentation sur ce que tu avais prévu par rapport à la dynamique de groupe. Mais je crois que les expériences vécues aussi, c'est un élément important parce que nous, on est là, on se plaint tout le temps, c'est dur, c'est dur. Je pense que là, on voit ce qui peut être dur, laisser sa famille à Dakar, aller à Matam, voilà, mettre en place quelque chose en partant quasiment de rien, avec le budget consolidé de l'État. Ça veut dire que, on va dire que quasiment on attend tout le temps que le budget soit mis en place pour que les choses se réalisent. Et pourtant, on arrive à des résultats. Voilà, donc un beau modèle pour nous aujourd'hui. Maïmouna, je te rends la parole. Oui, merci, professeur Alimatou. Donc, après tous ces beaux témoignages et ces cas très inspirants, on va passer à la partie qui est plus théorique, mais qui s'inspire aussi, bien sûr, des cas pratiques. Donc, on va voir la diapo. Voilà, donc juste après cette diapo. On va parler donc de la dynamique de groupe sous un angle. Donc, j'ai choisi cet angle. Il y aurait énormément de choses à dire sur la dynamique de groupe, mais j'ai choisi cet angle qui nous revient souvent lorsqu'on a des sessions de coaching avec les managers. Parce qu'il y a beaucoup de managers qui ne comprennent pas, donc lorsqu'ils intègrent une nouvelle équipe, on peut dire un nouveau groupe, qui ne comprennent pas que malgré le fait qu'ils ont une approche très, comment je peux dire, très, enfin selon eux, hein, très puissante, avec des projets qui ont beaucoup de sens, pourquoi est-ce qu'il y a de l'opposition? Beaucoup de gens se posent cette question. Et c'est pour ça que c'est important de parler de la dynamique de groupe et tout ce qui se passe dans un groupe et qui n'est peut-être pas visible à première vue, mais qui est peut-être qui se passe sur un plan plus subtil, sur le plan émotionnel aussi, et dont il faut parler. Alors déjà, lorsqu'on va parler de création de groupe, il faut savoir qu'à chaque fois
qu'il y a une personne qui sort ou une personne qui entre, on a un nouveau groupe, puisque chaque personne vient avec une énergie différente et avec des caractéristiques différentes. Donc, chaque personne va changer les caractéristiques du groupe. Donc, même si on a un groupe de 10 personnes, mais il suffit qu'il y a une personne qui parte du groupe ou une personne qui entre dans le groupe, automatiquement, on considère qu'il y a un nouveau groupe qui se met en place. Donc ça, déjà, il faut toujours avoir en tête que lorsqu'on passe d'un groupe à un autre, il y aura toujours un ajustement qui peut se faire de façon plus fluide ou moins fluide, mais qui devra se faire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en tant que manager, lorsque vous devenez le leader officiel du groupe, il faut savoir qu'il y a 3 forces en présentiel, enfin plutôt des forces potentielles, parce qu'elles peuvent se manifester ou pas au sein du groupe. Il y a les forces opposées, qui sont portées par les opposants. Il y a les forces alliées, qui sont portées par vos alliés, ceux qui veulent travailler avec vous. Et puis, il y a les neutres, qui sont souvent plutôt observateurs, qui sont ni contre ni pour. Donc, ce sont 3 forces. Et souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les managers ne comprennent pas parfois pourquoi est-ce qu'on a des opposants. Parce qu'on regarde surtout le côté rationnel. Et à partir du moment où on se dit, ben, on fait tout comme il faut, pourquoi est-ce qu'il y a des forces opposées? Mais si on se limite au côté rationnel, c'est oublier que l'être humain n'est pas fait que de raison. Il y a aussi une grande partie émotionnelle qu'il faut également prendre en compte. Et il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se passer dans un groupe qui fait que lorsque vous allez prendre le lead du groupe, eh ben, vous pouvez trouver de l'opposition. Et c'est là où il faut faire très attention. Parce que nous-mêmes étant humains, on peut se dire souvent, les alliés vont devenir nos amis, nos confidents, les opposants vont devenir nos ennemis. Et c'est ce qui se passe parfois lorsqu'on intègre un nouveau groupe, lorsqu'on est encore jeune leader et qu'on n'a pas encore l'expérience suffisante. Moi-même, je l'ai vécu. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va diviser le groupe. À partir du moment qu'on va interagir de façon personnelle et affective avec certains membres, plus qu'avec d'autres membres, on est en train de créer de la division. Et il faut savoir que les opposants que vous avez maintenant peuvent devenir demain vos alliés et les alliés que vous avez peuvent devenir demain vos opposants. Ça aussi, c'est très important. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point les forces d'alliance ou les forces qui opposent sont souvent fondées sur des choses totalement irrationnelles. Nous, on a eu à travailler avec une équipe et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait des gens qui étaient contre le chef de l'équipe, tout simplement parce qu'ils étaient en conflit avec certains de leurs collaborateurs, enfin avec certains de leurs collègues. Et donc, du fait qu'il y avait certains collègues qui appréciaient le chef, comme on dit, l'ami de mon ennemi devient mon ennemi. Et donc, ils se sont opposés au chef. Et vous voyez que ça n'a absolument rien de rationnel. Donc, ce n'était pas du tout lié au charisme du chef, ce n'était pas du tout lié au projet du chef, c'était juste parce que le chef s'entendait bien avec certaines personnes qui étaient en conflit avec leurs collègues. Pour vous dire que dans un groupe, il y a beaucoup, beaucoup de choses irrationnelles qui se passent et qui ne sont pas forcément en lien avec vos compétences de leader. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on rentre dans un groupe, la première chose à faire, c'est de ne rien prendre personnellement. En tout cas, moi, c'est vraiment la grande, grande leçon que j'ai apprise. Et je pense que tous ceux qui ont du vécu dans le leadership de groupe savent qu'on ne doit jamais en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire, on observe les membres du groupe, on essaye de comprendre les modes de fonctionnement de tous les membres du groupe et on construit une relation professionnelle avec ses collaborateurs. On ne cherche pas à plaire à tout le monde parce que de toute façon, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. D'ailleurs, plus le groupe est grand. Alors parfois, ça peut arriver que vous entrez dans un groupe, bon, tout marche très bien, mais c'est quand même assez rare. Très souvent, vous allez toujours avoir des gens aussi à qui vous ne plaisez pas pour diverses raisons. Et ça peut être des raisons
extrêmement subjectives, donc il faut faire très attention. Et aussi, n'hésitez pas à remettre aussi en cause votre style de leadership. C'est-à-dire, si vous êtes avec certains types de groupes, il y a peut-être un certain style de leadership qui fonctionne avec un groupe, mais qui fonctionne moins bien avec un autre groupe. Donc, il ne faut jamais hésiter aussi à remettre en cause son propre style et voir comment l'ajuster au groupe avec lequel on travaille. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le rôle du manager lorsqu'il est dans un groupe, ça va être de promouvoir bien sûr sa vision, ses objectifs, mais aussi de discuter ouvertement et honnêtement. Et ça aussi, c'est très important, puisque ce qu'on voit parfois, c'est quand le manager a des affinités avec certains membres du groupe, il va discuter beaucoup plus avec certains membres du groupe, il va les écouter plus au détriment d'autres. Et là aussi, ça va créer des clivages, ça va créer de la division. Donc toujours essayer de rester très ouvert et disponible pour tous les membres du groupe, même s'il y en a certains qui ont des caractères moins faciles que d'autres. Écoutez les autres aussi, écoutez leurs préoccupations, leurs angoisses, restez ouvert et flexible, ajustez votre vision si nécessaire. Donc, si vous avez des éléments qui font du sens hein, et que vous devez revoir certains de vos objectifs ou revoir votre vision, n'hésitez pas à le faire si cela fait du sens, bien sûr. Alors, on va s'appuyer sur les collaborateurs motivés. Ça, c'est important. Comme je l'ai dit, dans un groupe, tout le monde n'aura pas la même motivation. Souvent, les alliés sont plus motivés que les opposants. Et donc, c'est extrêmement important de d'abord commencer à travailler avec les gens qui sont motivés. Mais on va travailler avec eux tout en restant dans une relation très professionnelle. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans une relation affective, entre guillemets, où on va prendre certains éléments qu'on va mettre sous notre protection au détriment d'autres. Puisque là, encore une fois, comme je l'ai dit, ça va créer beaucoup de divisions. Donc, on travaille avec les collaborateurs les plus motivés, mais on reste dans une relation professionnelle. Et au fur et à mesure, souvent, ce qui se passe, c'est quand les gens commencent à travailler, après, il y a d'autres personnes, donc souvent les neutres aussi, qui vont s'y mettre. Et puis ensuite, même, vous allez voir souvent les opposants qui vont intégrer petit à petit le groupe des motivés et le cercle va devenir de plus en plus large et puissant. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important, ne fermez jamais la porte à ceux qui, au début, étaient réticents. Parce que souvent, ce sont les personnes opposées, parfois on se rend compte qu'après, ils deviennent de véritables alliés et qui peuvent vraiment vous soutenir dans vos projets une fois qu'ils sont convaincus. Parce qu'il y a parfois aussi des gens qui ont besoin de temps, qui sont plus dans une certaine méfiance quand ils ont affaire à un nouveau leader. Mais une fois qu'ils sont convaincus, ils se donnent aussi à 200%. Donc, comme je dis, il peut y avoir énormément de possibilités. Donc, restons toujours ouverts et évitons les clivages. Diapo suivante. Donc, l'attitude que le manager doit avoir, c'est de créer un lien de qualité avec l'ensemble de ses collaborateurs. Un lien de qualité, on l'a vu dans les sessions précédentes, ne veut pas dire essayer de plaire à tout le monde, mais juste être toujours dans le respect, dans l'ouverture, dans la bienveillance. Essayer de comprendre les différentes personnalités et savoir manager ces personnalités afin qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes dans le groupe. Recadrer et ajuster si nécessaire, donc ça aussi c'est important, puisqu'il y a souvent ce qui se passe quand vous êtes leader d'un groupe, il y a toujours des personnes qui ont un fort leadership déjà dans le groupe, hein, avant que vous n'intégrez le groupe, et qui vont essayer de vous confronter hein, pour voir jusqu'à où ils peuvent aller, et c'est comme un test, c'est un rapport de force. Et donc, il est aussi important de bien définir les limites, hein, parce que sinon, ces personnes-là, au bout d'un moment, elles peuvent prendre le lead sur vous, et en ce moment-là, vous allez perdre de votre pouvoir de leader. Avoir une communication constructive et gérer les situations de tension. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on va voir les grandes étapes de la vie du groupe. Donc, la première étape, c'est la création de groupe. Donc, vous, quand vous êtes manager d'un groupe, c'est important d'observer pour cerner les différents types d'individus, c'est-à-dire comprendre les modes de fonctionnement de vos collaborateurs. C'est très important.
puisque c'est ce qui va vous permettre de pouvoir gérer vos collaborateurs. Parce qu'on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas. Donc, plus vous serez en mesure de comprendre les modes de fonctionnement de vos collaborateurs, plus vous serez en mesure de pouvoir les gérer et aussi donc de favoriser la collaboration de tous. Donc, en général, ce qu'on recommande au début, c'est de surtout être dans l'observation et éviter d'être trop impulsif, hein, de se dire ah voilà, je suis tombé sur des collaborateurs superbes parce qu'entre parenthèses, ils sont nos alliés, hein, et de commencer à créer, comme on l'a dit tout à l'heure, certaines affinités qui demain peuvent créer des divisions au sein de l'équipe et des clans. Ensuite, la deuxième étape, c'est la confrontation et l'ajustement. Donc, en général, comme je l'ai dit, il y a souvent aussi des personnes opposées qui vont être assez confrontantes. Donc, il faut les écouter, donner la parole, mais toujours rester très factuel et précis, bien expliquer pourquoi vous êtes là, quels sont les objectifs à atteindre, ajuster à chaque fois que nécessaire, définir le cadre et les limites, c'est très, très important, puisque comme je l'ai dit, sinon, il y a certaines personnes, parce que chaque groupe a ses propres leaders, entre parenthèses. Sinon, ces personnes-là peuvent prendre le lead sur vous et après, vous aurez beaucoup de mal à asseoir votre leadership. Donc ça, c'est souvent l'étape, c'est une étape qui est très délicate. Parce que si on la rate, le groupe peut facilement, on peut facilement avoir des divisions dans le groupe qu'on aura beaucoup du mal après à scinder à nouveau. Donc, il faut vraiment prendre le temps. C'est un peu comme quand on est parent, hein, et les enfants ont ça aussi. À un certain moment, ils vont essayer de voir jusqu'à où va votre autorité de parent. Donc voilà, il y a un rapport de force et il faut bien asseoir son autorité en montrant le cadre et les limites. Donc, une fois que cette étape a été faite, maintenant, on va plus dans la structuration et la consolidation. Donc, les membres, chacun connaît sa place. Chacun connaît son rôle, ce qu'il a à faire. Donc, c'est aussi très important, hein, que les tâches soient bien définies. Sinon, là aussi, il peut y avoir des situations conflictuelles. Et chacun connaît les limites à ne pas franchir. Et c'est une fois que le groupe a bien été structuré, consolidé, diapo suivante, s'il vous plaît. Que maintenant, on peut commencer vraiment à parler de performance, de productivité et de performance, puisque en ce moment-là, chacun connaît son rôle, chacun reste à sa place aussi, et il y a une véritable collaboration qui s'installe dans le groupe. Donc là, on va créer de la cohésion, de l'entente, et on va pouvoir atteindre une certaine productivité. Donc ça, c'est vraiment l'étape où le groupe devient vraiment performant. Donc dans certains groupes, ça peut se faire très rapidement. Dans d'autres groupes aussi, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et il y a aussi des groupes où cela ne se fera jamais parce que le groupe va rester divisé. Et donc, quand un groupe est divisé, c'est en général quand même assez difficile d'obtenir vraiment de la productivité optimale. Et il y a aussi l'étape de la fin du groupe. Donc, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'une personne part ou qu'une personne arrive, on considère qu'on a à faire face à un nouveau groupe parce que chaque personne vient avec une énergie nouvelle et donc l'énergie du groupe change. Et alors aussi un point très important, n'hésitez pas à célébrer les départs et les arrivées, hein. Quelle que soit la contribution de la personne, une personne qui part, c'est quand même un élément du groupe, qui a fait partie du groupe, qui a participé à la vie du groupe. C'est important de célébrer, d'être reconnaissant. C'est important aussi parce que ça motive aussi les autres membres, hein, qui voient que voilà, on célèbre en fait ce que chacun a apporté. Et aussi, alors ça, je le dis souvent parce que c'est une chose qu'on voit. Je dirais c'est un peu le point faible dans beaucoup d'équipes. On ne célèbre pas les arrivées. Moi, j'ai vu dans beaucoup d'équipes où quand le nouveau arrivant arrive, il est livré à lui-même, hein. Et on attend vraiment à ce que ce soit lui qui fasse d'énormes efforts pour s'intégrer à l'équipe. Alors qu'une véritable équipe doit faire aussi un effort pour intégrer le nouvel arrivant. C'est un effort qui se fait des deux côtés. Le nouvel arrivant doit faire des efforts, bien sûr, pour s'adapter au groupe, mais le groupe aussi doit s'ouvrir et faire l'effort d'intégrer le nouvel arrivant. Parce qu'in fine, c'est tout le monde qui y gagne.
plus tôt le nouveau va se sentir bien à l'intérieur du groupe, et ben, plus vite il sera productif. Et quand il devient productif, c'est tout le groupe qui y gagne. Donc, il ne faut pas rester sur la défensive, c'est parfois malheureusement des choses qu'on voit quand il y a un nouveau, mais au contraire, il faut tout faire pour l'accueillir, pour l'intégrer. Sauf si, parfois, bien sûr, on peut avoir des cas extrêmes, hein. Il y a toujours parfois des cas extrêmes, mais nous, on parle plutôt de ce qu'on doit faire en général. Très bien, diapo suivante. Alors, les divisions au sein de l'équipe. Donc, il arrive aussi qu'en tant que manager, on intègre une équipe et on se rend compte qu'il existe véritablement des divisions, hein. Donc, souvent, ça se caractérise par des clans. Donc, on a des groupes qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas, etc. Alors, c'est vrai on voit parfois des managers qui continuent le travail tout simplement, mais comme je dis, ça nuit à la productivité, hein. Plus il y a de divisions, moins vous aurez de productivité optimale. Donc, la meilleure chose, c'est quand même d'en parler, hein. Ça peut être parfois confrontant, on n'est pas toujours à l'aise dans ce genre de situation, mais on recommande, ça fait partie du leadership. Il faut en parler, il faut déjà essayer d'analyser les causes, hein, essayer de comprendre pourquoi l'équipe en est arrivée là. Ensuite, communiquer sur le problème de façon constructive. Donc, quand je dis constructive, c'est vraiment pour essayer de construire, hein, proposer des solutions. Et même, ça peut se faire donc de façon participative, hein, en invitant tout le groupe à réfléchir à des pistes de solutions. En général, les équipes aiment bien ça. Et puis, comment faire pour créer et maintenir une bonne ambiance afin de faciliter la cohésion et les échanges du groupe. Diapo suivante. Alors, c'est une fois qu'on est arrivé à transformer le groupe en équipe, hein, c'est comment améliorer la dynamique d'équipe, puisqu'on peut toujours améliorer. Alors, on recommande beaucoup la méthodologie participative, donc l'intelligence collective du groupe, hein, qu'on puisse tous réfléchir ensemble à comment améliorer encore plus la dynamique d'équipe. Alors, quelques méthodes. Il y a le feedback à 360 degrés que vous connaissez peut-être, où en général, on va prendre donc chaque personne de l'équipe et on va, donc tous les collaborateurs vont dire quels sont les points forts de cette personne. Donc souvent, on dit de citer 2 attitudes ou comportements qu'on aime chez cette personne et aussi les points à améliorer. Et la personne, elle dit rien, elle écoute, hein. Et donc, in fine aussi, ça lui permet de comprendre comment elle est perçue au sein de son équipe et surtout aussi quel est le travail qu'elle devrait faire. S'il y a beaucoup de choses qui reviennent, ça veut dire que là, peut-être, effectivement, il y a un travail à faire. Il y a aussi donc le brainstorming où on demande à tous ensemble de réfléchir aux points forts et aux points améliorés de l'équipe. On recommande souvent d'ailleurs de le faire sous format ludique, hein, parce que c'est beaucoup plus amusant et tout ce qu'on fait avec humour en général, cela passe mieux. Donc on peut faire des sketchs, des dessins pour essayer de parler de ce qui marche et de ce qui ne marche pas au sein de l'équipe. Parfois on peut faire appel à des personnes extérieures, mais on peut aussi le faire en se basant sur ses propres ressources, hein. C'est un peu ce qu'on appelle le team building. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'exploiter les résultats obtenus. Parce qu'on voit on voit dans les entreprises, on fait souvent appel à des personnes pour organiser des team building avec les équipes et tout. Et il y a un certain nombre de points qui ressortent, parmi les points forts, mais aussi les points améliorés. Mais souvent, il n'y a pas de suivi après. Ce qui fait, parce que quand on a des points améliorés, il faut aussi faire un suivi, proposer des solutions, hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces points améliorés et qu'est-ce qu'on met en place? Et donc, il faut vraiment veiller aussi au suivi pour pouvoir améliorer justement la dynamique d'équipe. Voilà, je pense que c'est... alors, dernière diapo, mais je pense que c'était la dernière. Voilà, donc là, quelques minutes peut-être encore pour s'il y a des questions ou des contributions avant qu'on termine la séance. Donc, je redonne la parole à professeur Alimatou. Merci beaucoup, Maïmouna. Je pense qu'on a encore une fois beaucoup appris sur la dynamique de groupe, les différentes étapes de la vie du groupe, la création, l'étape d'ajustement, confrontation, l'étape de structuration, consolidation.
l'étape où on est au maximum de ses performances et la fin du groupe, en retenant qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui intègre ou une nouvelle personne qui part, en fait, le groupe a changé. Donc, on a un mouvement, une dynamique du groupe comme ça qui s'installe à chaque fois qu'il y a une nouvelle énergie qui intègre ou qui s'en va. Nous pouvons également retenir, car c'est que moi, peut-être qu'on ne fait pas souvent attention à ça, c'est comment faciliter l'intégration des nouveaux, comment, voilà, dans le groupe, ne pas seulement les laisser se débrouiller tout seuls, faire des erreurs. C'est vrai que des fois, on aime bien rester là, leur dire non qu'à faire leurs preuves, etc. Alors que peut-être on pourrait faciliter cette intégration. C'est vrai, les divisions au sein des équipes, ça existe. Moi, j'aime bien parler des groupes des femmes. Dans les laboratoires, on a énormément de femmes. Je pense que c'est là où on va peut-être trouver plus de, voilà, de petites choses, des clans. Je pense que les hommes sont, en tout cas, ils nous donnent un peu le pion de ce point de vue-là. Ils sont un peu plus objectifs que nous autres, les dames. Et puis voilà, comment améliorer cette dynamique de groupe. J'aime bien aussi le feedback à 360 degrés. On va l'essayer. On n'a pas encore les moyens de nous payer une team building, mais peut-être qu'on peut essayer le feedback à 360 degrés. Professeur Diassé, je ne sais pas si la présentation de Maïmouna par rapport à votre vécu, est-ce que vous avez vous voulez faire un commentaire? Oui, oui, que sa présentation a été très instructive. Et dans notre quotidien, la directrice de l'ISEP de Diamniadio ne me démentera pas. J'ai retenu le terme qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui part, on a une nouvelle équipe. Ce qui risque d'être dans notre quotidien, parce que dans le modèle des ISEP, et s'y ajoute aussi la spécificité dans les ISEP qui sont dans les régions, les gens, ils partent tout le temps. Ça veut dire que c'est au quotidien que nous avons de nouvelles équipes et je corrobore ce que Maïmouna a dit. À chaque fois qu'il y a un départ, c'est l'éternel recommencement, entre guillemets, qui peut avoir deux effets, soit un effet positif ou un effet négatif, mais ça, parce que la nouvelle personne qui vient peut apporter une touche nouvelle, qui peut aller dans le sens de consolider ce qui a été fait. Ça, c'est le côté positif, mais ça peut aussi ramener à un éternel recommencement. Et comme vous l'avez si bien dit, souvent on se dit, et je pense que Mme Koumbakan l'avait dit, on va à 180 degrés, à une vitesse de 180, et on oublie que nous avons une équipe et qu'il faut souvent aller rétropédaler pour aller dans le même rythme et arrimer tout le monde. Donc, je pense que ça c'est difficile, mais c'est le quotidien d'un leader dans le cadre de la construction des structures comme les nôtres, où il y a toujours des nouveaux venus et des départs. L'autre élément qui a attiré mon attention, c'est vrai qu'il a parlé de team building. Je pense qu'il y a des efforts que nous devons faire à ce niveau-là. Et c'est dans ce cadre-là, il a parlé tout à l'heure de jeux, etc. Il faudrait qu'en tant que manager, qu'on intègre aussi ces éléments pour pouvoir encore consolider davantage ce qui est fait et peut-être lever des incompréhensions qui peuvent, dans le cadre du groupe, apporter un ralentissement. Voilà ce que je voulais avoir comme commentaire, mais la présentation de Maïmouna est très instructive et souvent renvoie à des situations que nous avons vécues ou à des réalités sur lesquelles nous n'avons pas fait attention et qui nous permettra de l'intégrer. Merci beaucoup, professeur Diassé. Il est 14h32. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Dr Cheikh Diaw nous dit, je pense que l'interdépendance entre les membres des équipes explique la fin du groupe. Dr Cheikh, est-ce que vous voulez prendre la... Ou est-ce que vous voulez juste que peut-être Maïmouna réagisse à cette... Maïmouna, alors, Dr Cheikh Diaw nous dit, je pense que l'interdépendance entre les membres des équipes explique la fin du groupe en cas de départ ou d'arrivée.
Est-ce que vous voulez commenter ça? Oui, en fait, si j'ai bien compris, c'est ça, hein, c'est-à-dire que l'interdépendance, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui se créent, hein, et que c'est la synergie de ces liens qui va donner des caractéristiques spécifiques au groupe. Donc, lorsqu'il y a une personne qui part, ça veut dire qu'il y a des liens qui se coupent et il y a une nouvelle reconfiguration qui doit se faire avec de nouveaux liens. Donc, on est constamment, et comme on l'a dit, c'est souvent compliqué dans les équipes où il y a un grand turnover, hein, comme l'a dit le professeur Aminata Diassé. Donc là, ça demande encore plus, effectivement, du leader, hein. Ça demande encore plus de leadership. Peut-être un petit mot que je voulais dire aussi sur est-ce que la femme est l'ennemi de la femme? Je pense qu'en fait, la femme, alors, je ne sais pas, hein, on n'a pas fait d'études sur ça, mais beaucoup de gens, en tout cas, le constatent quand même, c'est que souvent la femme a plus ce côté émotionnel. Et c'est peut-être ce côté émotionnel aussi qui fait qu'on retrouve beaucoup d'irrationnel parfois dans les groupes où il y a beaucoup de femmes. Et l'irrationnel est beaucoup plus difficile à gérer que quand on est juste sur des problématiques rationnelles, en fait. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Mais moi, je dis vraiment les femmes, c'est un plaidoyer que je fais et je le dis, donner de la lumière, donner de la visibilité aux autres femmes. En tant que femme, c'est la plus belle chose que nous pouvons faire, c'est d'aider nos autres sœurs à briller encore plus que nous. Donc peut-être voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour... Allez, maintenant, avec votre permission, hein, je vais rebondir sur ce que Maïmouna a dit. Je dis, c'est tellement pertinent qu'il faut donner l'opportunité aux autres femmes de briller. Sinon, notre plaidoyer, notre combat n'aura pas de sens. Je disais souvent, quand on dit je suis la seule femme dans tel domaine, ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint l'objectif de ce qui nous fait bouger tous pour qu'il y ait une équité dans les stations de prise de décision ou dans la question de genre de façon générale. Je pense qu'on dit les femmes sont les ennemis des autres femmes. Si c'est un constant, je pense que nous devons faire des efforts pour balayer de revers de médaille, parce qu'il n'y a aucune raison que quand on dit les femmes sont les ennemis des femmes, pourquoi les hommes pourraient être solidaires pour pouvoir tirer les autres hommes et que les femmes continuent de se dire que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Je pense que c'est un effort global que nous devons faire ensemble. Nous devons nous épauler pour déjà résorber le gap qu'il y a entre nous. Ce n'est pas une sorte de face-à-face entre hommes et femmes, mais c'est juste une réalité sociologique, une réalité historique qu'il faut se battre pour pouvoir faire l'équilibre. Et je pense que dans nos différents pays, et ça c'est tout à fait, c'est mondial, on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas faire un développement en faisant table rase sur à peu près la moitié de l'humanité. Donc les femmes ont encore un rôle à jouer et à tirer, à être plus indulgents. Quand je dis indulgence, ce n'est pas dire laxisme. Il faut qu'on soit plus indulgent, mais il faut que nous faisions face en ayant les compétences nécessaires et en osant prendre ce qu'il faut faire pour pouvoir tirer les autres femmes. Ça, c'est vraiment un cri de cœur que les femmes ne doivent en aucun cas être les problèmes pour l'émergence d'autres femmes. Merci beaucoup, professeur, je pense que c'est très bien dit. Ça ne va pas être le mot de la fin parce qu'il y a Dr. Mossé qui peut prendre la parole. Vous avez la main levée, Dr. Mossé? Ou c'est une ancienne main, peut-être? Peut-être c'est une ancienne main. Non, elle a levé la main. Votre micro n'est pas activé, Dr. Mossé. Sinon, je vois qu'il y a un jeune James qui voulait prendre la parole. Colbert, vous voulez dire quelque chose? Votre micro est fermé. Oui, allez-y. Très rapidement, on a dépassé le temps. On ne vous entend pas. Oui, merci Timimba, Soura, je crois qu'elle est à Sikasso, qui remercie professeur Aminata Diassé. Merci à tous ceux qui ont
accepté de participer à cette session sur la dynamique de groupe. On a dépassé de 8 minutes, vous êtes encore connectés, ça montre que vous êtes vraiment intéressés par la thématique. Ça montre aussi que nous avons eu raison d'inviter aujourd'hui professeur Aminata Diassé qui a accepté de partager de façon vraiment très brillante son expérience. Professeur, il y a énormément de petites, voilà, de cœurs, voilà, des applaudissements. Je pense que tout le monde est très content de votre participation d'aujourd'hui. Je pense que ça va nous donner encore plus de courage. C'est Henri Joël de la Côte d'Ivoire. Il y a juste, ah oui, Henri Joël de la Côte d'Ivoire. Avant que vous ne passiez la conclusion, je voulais juste, je ne parviens pas à comprendre, et là tout à l'heure, c'est revenu, je ne parviens pas à comprendre pourquoi les femmes ne s'unissent pas derrière la femme qui demande leur suffrage. En matière d'élection, en matière d'élection, on s'est dit, moi je me dis, voilà, il y a une femme qui se présente, et moi je suis une femme, je vote pour elle. Mais ça fait que la représentativité, voilà, peine même à être voilà, équilibrée et autres. Est-ce qu'on peut pas me dire un peu, voilà, un peu bref, quoi, c'est la question. Voilà. Henri, votre question, je crois, elle va faire l'objet peut-être d'une autre session. Elle est très complexe. D'accord, ok. Ok, il n'y a pas de problème. Présidentielle où effectivement il y avait une dame qui était présente. Je dois avouer que je n'ai pas voté pour elle. Pour quelle raison? Je pense que si on commence à discuter de ça aujourd'hui, Maïmouna, il faudra qu'on discute de la solidarité entre femmes, peut-être au cours d'une autre session, et ça nous donnera l'occasion de revenir sur ce que Henri Joël pose comme question. En fait, on n'est pas forcément contre les femmes. Je pense que le message est très clair. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on fasse briller les femmes, qu'on montre que les femmes peuvent réussir. Être une femme aujourd'hui, c'est une force et non une limite. Voilà, en tout cas, c'est le but de cette plateforme. C'est ce que nous essayons de véhiculer à travers donc, ces sessions avec l'aide de notre coach Maïmouna. Maïmouna, pour un dernier mot. Oui, absolument, hein, je vous rejoins. Je pense qu'il faut, oui, il faudrait vraiment, vraiment qu'on fasse une session sur la relation de la femme à la femme, en fait, hein, parce que je pense que là, il y a tout un sujet qui peut être très, très intéressant. Et voilà, sinon, je pense que tout le reste a été dit. Donc, je vous remercie tous et puis je rends la parole au professeur Alimatou. Merci encore. Merci beaucoup à tous. Merci à coach Maïmouna. Merci encore une fois, professeur Aminata Diassé, qui nous a rejoint depuis Matam, où elle est directrice de l'ISEP. Il faudrait qu'on trouve le temps de venir vous rendre visite. J'avoue que Ce sera avec plaisir. C'est une bonne idée, Alimatou. J'ai jamais dépassé Richard Toll, donc je pense que je risque d'être, peut-être qu'on va m'affecter à Wurosogi, je ne sais pas. Faudrait qu'on sorte. Vous amener à Matam. Faut qu'on sorte un peu de notre nid douillet de Dakar et qu'on aille faire comme ce que vous êtes en train de faire, mettre la main à la pâte, comme on dit, contribuer au développement de cette nation par la formation des plus jeunes. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. Nous étions près d'une 60aine. Voilà, il est 14h42. Personne ne se déconnecte. Maïmouna, personne n'a envie d'arrêter. Mais bon, il va falloir quand même qu'on arrête. Et on se dit à dans 15 jours, Inch'Allah, avec une nouvelle session avec coach Maïmouna et un nouveau témoignage. Alors, pour cette reprise, on a essayé de taper très fort. Hein. Vous avez vu, on commence avec des recteurs, des professeurs, etc. Mais bon, tout le monde a sa place dans ces sessions parce qu'on est tous quelque part des leaders là où on est. L'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer en tant que leader. Merci à tous et à dans 15 jours. Au revoir.